Il y a quelque chose de profondément révélateur dans le moment où une femme commence à découvrir sa force intérieure. Il ne s'agit pas d'un événement bruyant ni d'un geste grandiloquent. C'est plutôt une révolution silencieuse, une transformation qui se produit dans l'intimité de l'âme, comme une pousse qui émerge dans l'obscurité de la terre avant de toucher la lumière. Cette transformation commence souvent de manière inattendue, une rupture, une trahison, une perte, ou simplement une lassitude existentielle devenue impossible à ignorer. Quelque chose en elle dit « ça suffit », assez de faire semblant que tout va bien, assez de maintenir des liens qui la vident, assez de se trahir pour s'adapter. À cet instant presque imperceptible pour le monde extérieur, une étincelle s'allume. Ce n'est pas encore une flamme, mais c'est suffisant pour entamer un processus de retour à soi. Un retour qui n'est pas toujours linéaire ni confortable, car en revenant à elle-même, la femme se confronte à tout ce qu'elle a caché pendant des années, sa colère réprimée, ses désirs étouffés, son corps déconnecté, ses limites bafouées. C'est un miroir inconfortable, mais profondément nécessaire. Carl Jung parlait de l'individuation comme de ce voyage vers la totalité de l'être. Et pour de nombreuses femmes, ce voyage commence par le besoin urgent de guérir leurs blessures sexuelles. Il ne s'agit pas ici uniquement de traumatisme physique, mais aussi du traumatisme psychique, émotionnel et symbolique d'avoir été éduqué dans une culture qui sexualise, culpabilise, fragmente et fait taire. La blessure sexuelle chez la femme n'est pas seulement personnelle, elle est aussi ancestrale. Elle est inscrite dans son histoire, dans son corps, dans sa mémoire cellulaire. Et lorsqu'elle commence à toucher cette blessure, quelque chose en elle se met à trembler. Elle ne peut plus voir sa vie, son plaisir, son abandon de la même manière. Ce réveil, bien qu'inconfortable, est aussi profondément libérateur, car il implique de regarder en face ce qui auparavant ne pouvait être qu'intuitivement perçu, que son corps n'est pas un territoire étranger, que son désir n'est pas honteux, que sa voix a le droit de résonner fort. Alors commence un processus courageux, celui d'habiter sa propre présence. Habiter son corps comme un temple, non comme une tranchée. Habiter son énergie comme une source, non comme une menace. Habiter son histoire, non pour la répéter, mais pour la transformer. Et c'est là que souvent le conflit surgit. Car lorsqu'une femme commence à se souvenir d'elle-même, son entourage tremble. Ses liens les plus proches, famille, conjoints, amis, peuvent résister à cette nouvelle version d'elle. Certains se sentiront menacés, d'autres désorientés, car elle ne demande plus la permission de ressentir. Elle ne s'excuse plus pour son intensité. Elle ne tamise plus sa lumière pour ne pas déranger. Cela ne fait pas d'elle une femme égoïste. Cela fait d'elle une femme consciente, car elle comprend désormais qu'elle ne peut pas guérir dans un environnement qui la rend malade, qu'elle ne peut pas s'épanouir dans un espace où elle doit se faner pour plaire. Le paradoxe, pourtant, c'est que cet empouvoirment peut s'accompagner d'une profonde solitude, non pas parce qu'il n'y a plus personne autour d'elle, mais parce que, pour la première fois, elle se confronte à elle-même, sans masque. Et dans cette nudité émotionnelle, tout devient douloureusement mais puissamment clair. Ce qu'elle tolérait auparavant la blesse désormais. Ce qu'elle justifiait autrefois la dérange aujourd'hui. Ce qu'elle ignorait réclame maintenant son attention. Mais aussi dans cette solitude féconde germe une graine puissante, celle de sa nouvelle identité. Une identité qui ne dépend plus de validations extérieures, qui ne se moule plus selon les attentes des autres. C'est l'identité de la femme qui s'est regardée en entier, avec son ombre et sa lumière, et a décidé de s'aimer sans condition. Cette femme n'est pas parfaite, mais elle est intègre. Elle ne sait pas tout, mais elle fait confiance à sa voix. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle marche avec la certitude que sa vérité mérite d'être vécue. Du point de vue de la psychologie profonde, ce processus est considéré comme un acte alchimique, la transformation de la douleur en conscience, du chaos en sagesse, de la fragmentation en unité. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est l'un des plus sacrés qu'une femme puisse emprunter, car il implique de se déprogrammer de ce qu'on lui a appris, de se libérer de ce qu'elle a hérité et de commencer à construire depuis son âme. C'est un renoncement au confort pour embrasser la vérité. Ainsi, si tu te trouves dans ce moment de ta vie où tout semble vaciller, si tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant, mais que tu ne sais pas encore dans quelle direction aller,
peut-être que tu n'es pas perdu, peut-être que tu es en train de t'éveiller. Et l'éveil, bien que déroutant au début, est le plus grand acte d'amour envers soi-même que tu puisses t'offrir. Il ne s'agit pas de devenir une autre, mais de revenir à toi, à celle que tu étais avant la douleur, avant les exigences, avant l'oubli. Car lorsqu'une femme se retrouve elle-même, ce n'est pas seulement elle qui guérit, elle guérit aussi sa lignée, sa descendance, son entourage. Et dans cet acte silencieux mais puissant, un nouveau monde commence à naître. Un monde où l'amour n'est pas un renoncement mais une rencontre, où le corps n'est pas un champ de bataille mais un jardin, où la blessure n'est plus une prison mais une porte. Et de l'autre côté de cette porte, l'attend la vie qu'elle a toujours pressentie, mais qu'elle n'avait pas encore osé réclamer comme sienne. C'est alors qu'émerge le deuxième signe, aussi subtil que bouleversant, qu'il commence à tomber amoureux, mais qu'il n'a pas la capacité émotionnelle de le soutenir. Il te cherche avec une intensité lumineuse, presque vorace, puis disparaît, sans prévenir, sans explication claire. C'est comme si un jour il se réveillait émerveillé par ta présence, débordant de gestes, de paroles et d'attentions qui te font te sentir vue, désirée, importante. Et le lendemain, le même homme s'évanouissait comme si rien de tout cela n'avait eu de poids réel. Un message sans réponse, un appel qui ne vient pas, un regard autrefois chaleureux devenu distant. Ce contraste n'est pas seulement déroutant, il est douloureux. Car juste au moment où tu commençais à t'ouvrir, à répondre à son élan, à baisser ta garde, lui érige un mur. Alors naissent les questions. Qu'est-ce qui a changé? Où s'est rompue la connexion qui semblait si prometteuse? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais rarement la réponse se trouve à l'extérieur. Il n'est pas parti parce qu'il a cessé de ressentir. Il est parti parce qu'il a ressenti trop fort. Et en ressentant, sa peur a surgi. Cette peur primitive de retomber dans la douleur, de répéter les histoires passées, de se dévoiler sans savoir s'il en sortira indemne. Son esprit réagit comme une forteresse attaquée. Il lève des défenses, construit des excuses, sabote même la relation avec des pensées du type « ça va trop vite »,« je ne suis pas prêt »,« je ne veux pas te faire de mal ». Et pourtant, ces phrases ne révèlent pas la vérité, elles révèlent sa peur. C'est ici que beaucoup de femmes trébuchent sans le savoir. Elles interprètent ces contradictions comme du désintérêt, comme si tout ce qu'il leur avait donné au début avait été un mensonge. Mais ce ne l'était pas. Ces contradictions ne parlent pas d'un manque de sentiments, mais d'une guerre intérieure. Il est déchiré entre une partie de lui qui désire s'abandonner et une autre qui lui crie que s'il le fait, il sera brisé. L'homme n'est pas toujours conscient de cette bataille. De l'extérieur, il peut sembler manipulateur, instable, égoïste. Mais souvent, il ne l'est pas. Il ne manipule pas par froideur, mais par confusion intérieure. Il ne joue pas avec toi, il lutte avec lui-même. Quand tu fais face à un homme qui tombe amoureux et qui a peur, tout en lui vibre dans l'ambiguïté. Il te veut proche, mais ne sait pas comment te garder. Il te désire, mais craint le pouvoir que tu as sur son monde émotionnel. Sa manière de se protéger est de se déconnecter par moments, de devenir insaisissable, de rationaliser ses sentiments. Et toi, naturellement, tu ressens le besoin d'exiger des réponses, de demander « Pourquoi s'éteint-il s'il semblait si allumé ?» Comment ne pas le faire? Comment ne pas chercher d'explication quand ton cœur s'est ouvert à quelqu'un qui t'a offert une place spéciale, puis semble la retirer sans avertissement? Mais voici une vérité silencieuse. Faire pression sur un homme en conflit l'éloigne encore plus. Non pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce qu'il se sent encore plus dépassé. Il n'a pas besoin que tu le sauves, mais que tu ne l'abandonnes pas émotionnellement. Il n'a pas besoin que tu t'annules, mais que tu restes ancré en toi, que tu ne te perdes pas dans son chaos, mais que tu en sois témoin avec une force intérieure tranquille. Pour lui, l'amour implique de la douleur, pas à cause de toi, pas parce que tu le blesses, mais parce que l'amour l'oblige à abandonner ses défenses. Et cela fait mal, comme retirer une armure qu'il porte depuis toujours. Alors que peux-tu faire? Regarde au-delà de ses paroles, écoute au-delà de ses silences. Le langage peut mentir, mais l'énergie, non. Observe, s'il revient toujours malgré ses absences, s'il ne peut s'empêcher de te chercher, même s'il dit ne pas être prêt, si ses gestes le trahissent, si son regard te révèle ce que sa bouche tait, s'il y a une constante au milieu du chaos, son désir d'être près de toi, même s'il ne sait pas comment.
Il ne s'agit pas d'attendre indéfiniment qu'il mûrisse émotionnellement, mais de savoir lire les signes profonds qui indiquent que l'amour est là, qu'il ne peut simplement pas encore émerger sans lutte. L'un de ces signes, sans doute, c'est son corps. Car il y a une chose qu'aucun homme ne peut complètement dissimuler, son langage corporel. Même si sa bouche est pleine d'évitements, même si son discours est rempli de doutes, son corps parle. Il parle par l'orientation de son torse, par la façon dont il te cherche du regard quand il croit que tu ne le vois pas, par les frôlements en apparence accidentels qu'il répète sans y penser. Carl Jung l'a dit clairement, l'inconscient s'exprime non seulement dans les rêves, mais aussi dans les gestes, les postures, les micro-expressions. C'est là, dans ce théâtre silencieux du corps, que bien souvent se jouent dans les véritables sentiments. Alors observe, que fait son corps quand tu es là? Se penche-t-il vers toi même sans te toucher? Te regarde-t-il en silence, avec un regard qui contient plus que 1000 mots? Ses pupilles se dilatent-elles quand tu le regardes? Sa respiration change-t-elle? Sa voix se transforme-t-elle? Son rire devient-il plus doux? Ce sont de petits détails, presque imperceptibles, mais profondément révélateurs. Ce ne sont pas des stratégies de séduction, ce ne sont pas des gestes calculés, ce sont des fissures de l'inconscient, des failles par lesquelles filtre ce qu'il n'ose pas dire. Et il y a encore plus, le nervosisme, ce malaise maladroit qui surgit quand tu es proche. Il joue avec ses mains, se touche le cou, rit au mauvais moment, ne sait pas quoi faire de son corps. Cette agitation n'est pas de l'indifférence, c'est un impact émotionnel. Le corps, quand il est touché par l'amour, réagit avec vérité, parce que l'inconscient ne sait pas mentir. Observe aussi les silences. Reste-t-il près de toi-même sans parler? Te cherche-t-il du regard quand tu parles à d'autres? Prend-il son temps pour te dire au revoir, comme si son corps ne voulait pas partir? Tous ces gestes sont des signes, des expressions de ce qu'il n'ose pas avouer, que tu le fais ressentir. Et cela le désarme, car le corps parle même quand l'âme a peur. Et si tu sais écouter ce langage profond, tu peux voir au-delà des contradictions, au-delà de ces va-et-vient émotionnels. Tu peux comprendre que son amour n'est pas une promesse brisée, mais une vérité qu'il apprend encore à habiter. Et c'est là que nous atteignons un point crucial, subtil, mais déterminant. Ne cherche pas à le confronter avec des arguments logiques. Ne le harcèle pas de questions directes. Ne cherche pas à le forcer à dire ce qu'il ne peut pas encore nommer. Lorsqu'un homme est plongé dans son propre labyrinthe émotionnel, le presser avec la raison ne le libère pas, cela l'enferme davantage. Non pas parce qu'il refuse de te donner des réponses, mais parce qu'il ne les possède pas encore lui-même. L'amour, lorsqu'il est vécu avec la peur, ne passe pas par la tête. Il se faufile par les fissures du corps, par les zones que la raison ne peut atteindre, par ces gestes involontaires qu'il ne contrôle pas. C'est là que réside ton pouvoir silencieux et profond. Observer, écouter. Pas ses mots, mais son énergie. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Son corps devient alors son seul traducteur fidèle. Et à partir de cette écoute attentive, sans jugement, sans besoin de forcer des définitions, tu peux te poser la question. Qu'as-tu besoin, toi? Car une chose est d'accompagner quelqu'un qui cherche encore à comprendre ses émotions, et une toute autre est de rester dans un espace où ta propre clarté se noie en attendant la sienne. L'essentiel est de se rappeler que le corps ne ment pas. Comme le disait Jung, l'âme parle souvent à travers le corps bien avant de trouver les mots justes. Et quand l'âme tombe amoureuse en secret, quand le cœur commence à battre à une autre fréquence, même si l'esprit résiste, ce ne sont pas les discours qui changent d'abord, mais les actes, les petits gestes, les actions apparemment anodines, les décisions du quotidien qui, l'une après l'autre, dessinent une carte émotionnelle bien plus révélatrice que n'importe quelle déclaration verbale. C'est ici qu'émerge le quatrième signe subtil que cet homme, malgré sa confusion, est en train de tomber amoureux. Il commence à prendre soin de toi. Et il le fait de manière spontanée, simple, à travers des détails qu'il ne considère peut-être pas importants, mais qui témoignent d'un lien émotionnel en train de se construire sans qu'il en soit pleinement conscient. Il ne te le dit pas avec de grands mots, mais s'il sait que tu rentres tard, il te demande si tu es bien arrivé. Si tu es malade, il se présente avec quelque chose pour te soulager, sans que tu aies rien demandé. S'il te sent préoccupé, il t'envoie un message, une blague, une attention inattendue. Ce ne sont pas des déclarations, ce sont des présences.
Ce ne sont pas des stratégies, ce sont des élans sincères de protection et de proximité. C'est l'amour qui commence à s'exprimer dans ce qu'il y a de plus humain, le soin. Ces gestes ont une valeur immense parce qu'ils naissent sans filtre, sans calcul, sans attente. Ils ne cherchent pas à conquérir ni à séduire. Ils sont le reflet de quelque chose qui pousse en lui, d'une tendresse qui prend forme avant même d'être comprise. Et cela les rend authentiques, parce qu'ils viennent de l'âme et non de l'ego. Ce sont des actes qui ne recherchent pas la reconnaissance, mais qui révèlent bien plus que 1000 mots. Tu verras aussi comment, sans grandes annonces, il commence à t'intégrer à son monde. Il ne t'invite pas solennellement, mais il te mentionne devant ses amis. Il partage avec toi une chanson qui lui a fait penser à toi. Il te montre une photo parce qu'un moment de sa journée lui a rappelé ton rire. Il modifie un plan pour te voir, sans dire que c'est pour toi. Il te demande ton avis sur des choses importantes, comme si ta voix avait gagné une place privilégiée dans son monde intérieur. Ce sont des signes clairs que même si son esprit continue de négocier avec la peur, son cœur avance déjà dans une autre direction. Et il ne s'agit pas que tout soit parfait ou constant. Il y aura des silences, des maladresses, des retours en arrière. Mais si tu apprends à lire la vibration de ces détails, tu sauras reconnaître la différence entre un homme qui passe juste le temps et un autre qui, même s'il ne sait pas encore le nommer, est en train de te choisir depuis un lieu profond. Car le véritable amour arrive rarement avec des feux d'artifice. Parfois, il arrive ainsi, dans un geste anodin, dans un changement de ton, dans un regard qui dure une seconde de plus, dans une question timide, dans un souvenir partagé, dans un rire qui s'échappe sans raison apparente. Et quand cela arrive, l'âme a déjà commencé à parler, même si la bouche garde encore le silence. À ce stade du processus, beaucoup de femmes ressentent une désorientation profonde. Elles entendent cet homme affirmer avec conviction qu'il ne veut pas de relation, qu'il n'est pas prêt émotionnellement, qu'il ne peut pas offrir plus. Mais ensuite, elles observent que ses actions contredisent sans cesse ses paroles. Il n'est pas parti, il est toujours là, présent dans les détails, dans les soins spontanés, dans cette attention constante qui ne semble pas logique s'il voulait vraiment rester à l'écart. Et c'est dans cette contradiction apparente que réside la véritable sagesse émotionnelle. Ne pas se laisser prendre uniquement aux mots, mais apprendre à observer le schéma. Parce que dans l'âme, les actes sont toujours plus honnêtes que les discours. Si ses gestes sont chaleureux, si ses actions sont cohérentes, si sa présence se maintient dans le temps, avec tendresse et attention, même si son langage reste fuyant ou dans le déni, alors il y a déjà un engagement émotionnel réel. Peut-être qu'il ne le reconnaît pas encore, peut-être qu'il ne sait pas comment le nommer, mais son âme, elle, est déjà impliquée. Dans la psychologie profonde, cela s'explique comme une dissociation entre le moi et le soi. Le moi, cette partie de l'être qui obéit au devoir, au contrôle, aux normes culturelles sur la manière d'agir, résiste encore. Mais le soi, en termes jungiens, ce noyau profond où résident les tsikikoseunt, les désirs véritables, a déjà commencé à agir, même sans la permission du moi. C'est pourquoi quand tu le vois prendre soin de toi sans chercher à être reconnu, quand il apparaît sans raison apparente juste pour savoir comment tu vas, quand il modifie subtilement ses habitudes pour te croiser, tu ne l'imagines pas. Tu es en train d'assister à une expression non rationnelle de l'amour, née non d'une intention consciente, mais d'un besoin inconscient de connexion. Et paradoxalement, même ces gestes peuvent être teintés de peur. Parce que dans son histoire, il y a peut-être eu des abandons, des trahisons ou des blessures qui le conditionnent encore. Il a peut-être appris qu'aimer, c'est risquer de perdre, que se livrer, c'est souffrir. C'est pourquoi il s'approche, mais garde aussi ses distances. Il prend soin de toi, mais sans reconnaître que c'est de l'amour. Il fait beaucoup, puis minimise tout. Si tu le soulignes, si tu veux lui montrer l'importance de ses actes, il est probable qu'il les minimise. Ce n'est rien, dira-t-il. Mais toi, tu sais que si, c'est quelque chose, parce qu'aimer ne se dit pas toujours. Parfois, cela se fait simplement. Et quand quelqu'un prend soin de toi sans rien attendre en retour, sans même se rendre compte qu'il le fait, c'est une des formes les plus pures de l'amour. Comme le disait Jung, ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme. Peut-être qu'il nie encore ce qu'il ressent, mais l'amour est déjà en train de le transformer de l'intérieur, lentement, sans qu'il puisse l'arrêter.
Mais cette transformation n'est pas toujours lumineuse. Et c'est là que nous atteignons un des moments les plus confus et aussi les plus douloureux de l'amour inconscient. Juste au moment où tout semble aller mieux, quand la connexion s'approfondit, quand les gestes parlent plus fort que les mots, ils s'éloignent. Pas de dispute, pas d'explication logique, juste de la distance, des silences, des excuses vagues, de la froideur, là où il y avait de la chaleur. Naturellement, tu te demandes ce que tu as mal fait. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait de mal. Le lien ne s'est pas brisé. Au contraire, il est devenu si profond qu'il a touché sa blessure. Et en la touchant, il a eu peur. Selon la vision de Jung, ce phénomène correspond à l'activation intense de l'ombre. Cet ensemble de parties refoulées, de traumatismes, d'insécurités, de souvenirs que l'homme a appris à cacher, même à lui-même. Le véritable amour, celui qui ne repose ni sur les masques ni sur les jeux, ne procure pas seulement de la joie. Il ouvre aussi des portes longtemps fermées, déterre des souvenirs enfouis, réveille des émotions restées dormantes, non par choix, mais par nécessité. Et tout cela peut être trop lourd à porter. Quand un homme commence à aimer pour de vrai, il ne répond pas toujours par l'ouverture. Parfois, il répond par la panique. Panique de ressentir, de faire confiance, de se montrer vulnérable. Peut-être a-t-il été blessé dans son enfance. Peut-être a-t-il aimé et a-t-il été rejeté. Peut-être a-t-il associé l'affection à la perte. Alors quand tu arrives avec ta tendresse, avec ta présence, avec ta vérité émotionnelle, et que tu le fais ressentir, il fuit, parce qu'il sent plus qu'il ne peut contenir, et au lieu de s'approcher pour comprendre, il s'éloigne pour se protéger. C'est ce qu'on appelle une fuite émotionnelle, et c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Pour quelqu'un dont l'histoire affective a été marquée par l'abandon ou l'instabilité, l'amour n'est pas un refuge, c'est un danger. Il ne le perçoit pas comme une opportunité, mais comme une menace. Et c'est pourquoi, quand il commence à aimer vraiment, la première chose qu'il fait, c'est s'éloigner. Mais c'est une erreur d'interpréter cette fuite comme de l'indifférence. Dans bien des cas, il ne s'éloigne pas parce qu'il ne ressent plus rien, mais parce qu'il ressent trop. Et ce torrent émotionnel réveille de vieilles mémoires qu'il ne sait pas comment gérer. Comme le disait Jung, c'est dans ces moments que l'ombre se réveille. La peur du rejet, la sensation de ne pas mériter l'amour, cette terreur enfantine qu'en s'ouvrant, tout puisse s'effondrer. Et face à cela, l'esprit réagit en fermant les portes. Mais ce n'est pas le cœur qui veut fuir, c'est la blessure qui réclame protection. Le cinquième signe subtil qu'il tombe amoureux, même s'il ne l'admet pas, c'est justement celui-ci. Il commence à t'éviter au moment même où la connexion s'approfondit. Le silence, la confusion, le repli ne sont pas toujours une fin. Parfois, ce sont simplement les manifestations d'une âme qui ne sait pas encore comment contenir l'amour qu'elle désire tant. Et même si ce n'est pas à toi de le guérir, comprendre ce processus peut t'aider à cesser de te blâmer pour ce qui ne dépend pas de toi et à prendre des décisions avec lucidité et non à partir de ta propre blessure. L'amour, quand il touche les zones les plus intimes de l'âme, n'illumine pas seulement, il expose. Il ne montre pas que ce qui est beau, mais aussi ce qui est fragile, caché, blessé. C'est pourquoi, quand cet homme qui semblait si proche s'éloigne soudainement, ne le prends pas comme un rejet personnel. Ne pense pas « je ne compte plus, j'ai fait quelque chose de mal, il m'abandonne ». Car parfois, il s'éloigne justement parce que tu comptes plus que ce qu'il peut gérer, parce que ce qu'il ressent pour toi ne rentre plus dans les cadres qu'il utilisait jusque-là pour se protéger. Et lorsque l'âme déborde, l'esprit rempli de peur cherche à battre en retraite. Alors, que faire ? La réponse n'est pas de courir derrière lui, ni d'exiger des explications, ni de manipuler pour le retenir. Ton plus grand acte d'amour, envers toi et envers lui, est de rester centré, de te rappeler que ce n'est pas ta mission de porter son processus. Tu peux lui offrir un espace émotionnellement sûr. Tu peux être une présence aimante, mais tu ne peux pas, et tu ne dois pas, te sacrifier pour un amour qui n'est pas encore prêt à se maintenir. Ne sacrifie pas ton bien-être émotionnel en attendant qu'il résolve ses peurs. Car le véritable amour ne se construit ni dans la poursuite, ni dans l'attente anxieuse. L'amour réel naît lorsque deux personnes sont prêtes, chacune depuis son propre chemin, à soutenir l'intimité émotionnelle avec conscience et responsabilité. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Et bien souvent, cet éveil commence par la reconnaissance de la peur. Ainsi, s'il s'éloigne alors qu'il semblait si proche, s'il devient soudainement fuyant,
S'il commence à t'éviter sans raison claire, ne lis pas cela comme un désamour. Lis-le comme un signe de tout ce que ta présence remue en lui. Ta présence ne l'attire pas seulement, elle le confronte. Et peut-être que s'il parvient à traverser son ombre et choisit de ne plus fuir, il reviendra. Mais différent, plus présent, plus réel, plus lui-même. Et ça, si cela arrive, ne dépendra plus de toi. Car après la peur, la contradiction, les fuites inexpliquées, il arrive parfois, et seulement parfois, un point de bascule. Un instant qui peut être subtil ou brutal, progressif ou soudain. C'est le moment où cet homme qui s'est tant défendu contre ce qu'il ressentait ne peut plus lutter contre sa vérité intérieure et se rend. Pas comme quelqu'un qui perd une bataille, mais comme quelqu'un qui cesse de se battre contre son propre cœur. C'est là le 6e signe subtil qu'il est amoureux et qu'il ne peut plus le nier. Ce changement ne se manifeste pas toujours par des mots poétiques ou des promesses éternelles. Parfois, sa reddition s'exprime de la manière la plus puissante. Il reste, il est là, il te choisit. Il commence à construire avec toi, sans avoir besoin de grandes déclarations. Il n'invente plus d'excuses. Il ne crée plus de distance inutile. Il s'ouvre avec authenticité. Il n'a plus aussi peur de se montrer tel qu'il est. Et même si ses mots restent maladroits, son énergie a changé. Ce n'est plus l'homme qui fuyait. C'est quelqu'un qui veut rester et apprendre, même s'il a encore peur. Dans la vision profonde de Carl Jung, ce moment représente une étape clé dans le voyage intérieur. L'intégration de l'ombre. L'homme qui projetait auparavant ses peurs, qui fuyait, qui vivait en tension entre ce qu'il ressentait et ce qu'il montrait, commence maintenant à accepter ses émotions comme des parties légitimes de son être. Et en le faisant, il récupère un pouvoir intérieur qui, jusque-là, était prisonnier de la peur. Il n'a plus autant peur de ressentir. Il n'a plus besoin de se cacher derrière une image d'autosuffisance. Il peut, pour la première fois, dire quelque chose comme « Je ne te promets pas la perfection, mais je veux essayer avec toi. Avec toi, je me sens chez moi, même lorsque je tremble de l'intérieur. » Ces mots ne cherchent pas à impressionner. Ce sont des vérités qui jaillissent lorsque l'on cesse de se battre contre soi-même. Et ce geste-là, celui de se rendre avec courage à ce qu'il ressent, est infiniment plus précieux que n'importe quelle fantaisie romantique, car il ne naît pas de l'idéalisation, mais du travail émotionnel, de la reconnaissance de la peur, de la décision consciente de ne plus fuir. Mais il est aussi important de comprendre ceci avec clarté. Tous les hommes n'arrivent pas jusque-là. Beaucoup restent sur la rive. Ils se perdent dans l'évitement, dans l'auto-illusion, dans la peur de leur propre profondeur. Seuls ceux qui ont le courage de regarder à l'intérieur, de toucher leurs blessures, de laisser tomber leurs armures émotionnelles, parviennent à franchir cette frontière intérieure qui les sépare de l'amour authentique. Et quand ils y parviennent, vraiment, alors plus rien n'est pareil. Ils ne minimisent plus leur affection. Ils ne te font plus douter de ta valeur. Car désormais, l'amour n'est plus une menace pour eux. C'est une vérité inévitable. Toi, qui as été témoin de ces ombres, qui as su lire au-delà de ces actes contradictoires, qui as eu la patience de ne pas te perdre dans chacun de ces silences, tu as maintenant un choix devant toi. Tu peux accueillir cet amour arrivé à maturité, ou tu peux aussi choisir de continuer ton chemin si tu sens que ta propre évolution a avancé pendant qu'il traînait encore dans la sienne. L'essentiel, c'est que tu saches cela avec l'âme en paix. Si un homme finit par se livrer à ce qu'il ressent pour toi, il ne le fait pas par faiblesse. Il le fait depuis la force qui naît quand quelqu'un cesse de fuir. Aimer n'est pas une tâche pour ceux qui n'ont pas peur. Aimer est un acte de courage, celui de ceux qui, même en ressentant la peur jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, décident quand même de rester, de s'ouvrir, d'aimer. Et ce geste, si humain, si imparfait, si profond, est peut-être la plus grande preuve que l'amour inconscient a cessé d'être ombre pour enfin devenir lumière. Quand l'homme cesse de fuir et commence à rester, cela ne signifie pas que tout devient facile. Au contraire, le fait de rester marque le début d'une étape aussi belle que difficile, celle de la reconstruction. Car aimer en conscience, après avoir traversé la peur, ce n'est pas simplement continuer comme si de rien n'était. C'est apprendre à vivre avec les cicatrices, avec les souvenirs émotionnels encore douloureux, avec la vulnérabilité,
qui désormais n'est plus niée, mais intégrée comme partie prenante de la relation. L'homme qui a franchi le seuil de son ombre et a décidé d'aimer, le fait avec un regard nouveau. Il ne se cache plus derrière des excuses. Il n'agit plus par réflexe ni par peur. Il commence à parler depuis ce qu'il ressent, même s'il trébuche encore sur les mots. Sa présence devient plus stable, plus constante. Et son attention cesse d'être un simple réflexe instinctif. Elle devient un choix renouvelé chaque jour. Parce que le véritable amour ne va jamais de soi. Il se construit, se nourrit, se soutient par des gestes quotidiens, même petits, mais remplis de conscience. Et toi, qui as aussi traversé ce chemin, tu peux le sentir. Tu peux ressentir comment cette énergie, autrefois instable, ambivalente ou tendue, commence maintenant à se poser. Tu n'as plus à interpréter des signaux confus, ni à survivre à ces va-et-vient émotionnels. Tu le vois venir et rester. Tu le vois partager son monde sans peur. Tu le vois écouter et chercher à te comprendre, non pour te plaire, mais pour vraiment être là. Dans une telle relation, il n'y a plus besoin de se cacher, de prouver quoi que ce soit, ni de rivaliser pour savoir qui aime plus ou moins. Les jeux de silence et d'éloignement prennent fin, car tous deux savent à quel point le silence peut faire mal lorsqu'il est utilisé comme un bouclier, et non comme un espace de compréhension. L'espace entre vous devient un espace de sincérité, où même les insécurités ont leur place, mais elles ne dirigent plus vos actions. L'amour qui a traversé l'ombre, qui a reconnu ses blessures et choisi de ne pas fuir, ne recherche pas la perfection. Il cherche la présence. Et c'est là, précisément là, que naît la véritable intimité. Alors, si tu te reconnais dans ce parcours, en tant que celle qui a attendu, compris, mais aussi grandi en chemin, sache que ta force ne résidait pas dans une patience qui supporte tout, mais dans une conscience qui choisit de se respecter, même en aimant. Et si tu es lui, celui qui a fui jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, qui s'est caché jusqu'à ce que cela n'ait plus de sens, sache que ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers une version plus authentique de toi-même. Car le véritable amour ne vient pas pour nous compléter, mais pour nous ouvrir, non pas pour nous rendre parfaits, mais pour nous rendre réels.